Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat en compagnie de Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, on a un gros programme, on s'est focalisé aujourd'hui sur la mort de Quentin et cette presse de gauche et ses experts, vous allez voir, qui se sont littéralement roulés dans la fange. Et puis, restez avec nous, juste après la virgule, on vous présente la parution de la semaine. N'oubliez pas, si le programme vous plaît, de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Et puis, bien sûr, vous pouvez relayer cette émission. Allez, c'est parti. Et donc, j'annonçais à nos téléspectateurs, Jean-Yves, la parution de la semaine. En l'occurrence, c'est un peu d'autopromo que nous allons faire puisqu'il s'agit de votre livre, Jean-Yves Le Gallou, Remigration pour l'Europe de nos enfants. Une préface de Martin Sellner, qui est un militant identitaire européen. Et ce livre est paru aux éditions Iliade et de la Nouvelle Librairie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Déjà, on constate que ça matche pas trop mal avec votre cravate. Voilà, oui, c'est une heureuse coïncidence. L'éthique et l'esthétique. La framboise et la couleur de la remigration, une remigration qu'on espère heureuse, en tout cas heureuse pour les peuples européens, heureuse pour les Français et les Européens qui parfois souffrent de certains travers de l'immigration. C'est un livre, je crois, qui se place dans une perspective tout à fait différente des perspectives politiquement correctes habituel et qu'on peut commander en précommande parce qu'il ne sort que dans une dizaine de jours sur le site de la Nouvelle Librairie. Voilà, il est à 14,90 €. Bien sûr, restez connectés, vous aurez sans doute des nouvelles pour la dédicace par vous-même, Jean-Yves. Et moi, j'ai déjà la mienne. Le dossier de la semaine, je vous le disais, est consacré à Quentin, à l'hommage qui a eu lieu pour Quentin et tout ce qui en découle. Et vous allez voir, donc la presse de gauche a produit les mensonges, j'allais dire presque habituels, parce que c'est vraiment notre cœur de cible dans l'immédiat, avec quelques biais cognitifs quand même. Mais avant, Jean-Yves, j'aimerais qu'on parle de cet édito de Guillaume Tabar dans Le Figaro, qui déclare ceci: mort de Quentin de Ranc quand Téléfy et ses alliés objectifs imposent un récit alternatif. Et alors pour Guillaume Tabar, c'est le refus de faire profil bas par Jean-Luc Mélenchon et toutes ses troupes qui a quasiment réussi à inverser le récit autour de cette séquence. Est-ce que vous avez un mot déjà sur cet aspect-là de la France insoumise et de leur aplomb ? Ils ont un aplomb extraordinaire. Effectivement, ils sont dans la version accusatoire. C'est eux, ou en tout cas leur jeune garde qui a lynché un jeune militant présenté comme d'ultra-droite, un jeune militant identitaire, catholique identitaire. Mais ils expliquent que le danger, c'est l'extrême droite. Ils ont inversé le discours avec un certain succès. Parce qu'en face, il y a eu quelques journalistes, effectivement, comme Guillaume Tabar et d'autres, qui ont fait un peu le travail, mais l'ensemble des médias s'est calé sur le discours de Mélenchon, finalement. Ah oui, mais bien sûr, ils ont tué ce jeune garçon, mais le danger, c'est quand même l'ultra-droite, le danger, c'est quand même l'extrême droite. Et c'est effectivement un danger, entre guillemets, idéologique, mais le danger physique, c'est le danger des sbires de Mélenchon. Alors d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a produit ce tweet qui va nous intéresser aussi quelques instants. Depuis quelques jours, Quentin de Ranc est présenté comme un catholique. J'ignore les raisons qui conduisent les journalistes à identifier une victime par sa religion. Et il conclut de la façon suivante: arrêtez de jouer avec les religions pour inciter à la haine.
Qu'est-ce que vous en dites, ça, Jean-Yves ? D'abord, je pense que c'est beaucoup des amis de Quentin qui l'ont présenté comme catholique, pour une raison d'ailleurs assez intéressante, c'est ce qu'on appelle un born again, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est converti à l'âge adulte, qui a même, je crois, converti sa famille. Donc c'est un élément de son identité, voilà. Et c'est un courant qui existe chez les jeunes identitaires, de parfois se retourner vers la religion catholique. Donc c'est assez normal qu'on en parle ainsi. Mais il y a un rejet de la part de Jean-Luc Mélenchon, visiblement, de cette identité-là, du moins. Logim a fait un tweet intéressant, et je vous propose qu'on écoute la vidéo juste après. Le Monde a quand même réussi à déclarer que pendant la marche en hommage à Quentin, qu'il y avait eu des slogans qui disaient « Blanc, blanc, réveille-toi ». Et justement, on va écouter la vidéo, vous verrez, c'est tout à fait autre chose, bien évidemment. Réveille-toi, Lyon, Lyon, réveille-toi, Lyon, Lyon, réveille-toi, Lyon, Lyon, réveille-toi, Lyon, Lyon, réveille-toi. Alors, on entend évidemment Lyon, Lyon, réveille-toi. Jean-Yves, donc dans l'article du Monde, ils essayent vraiment par tous les moyens d'essayer de prouver qu'il y avait des bras qui s'agitaient. Alors évidemment, ils auraient été tellement heureux de voir qu'il y avait des bras droits qui s'agitent. D'ailleurs, ils ont réussi à en trouver. En fait, ce sont des gens qui tiennent un téléphone du bras gauche et qui sont en train de faire le geste des footeux, des ultras du foot. Le clapping, le clapping. Ouais. Et le clapping qui prête à confusion, où ils avaient l'impression de voir des saluts nazis, évidemment. Mais on a l'habitude dans la presse. Ils déclarent qu'il y a eu quand même quelques visages masqués, oui, vous vous rendez compte, et des gants coqués. Alors ça, on ignore comment est-ce que les journalistes ont pu approcher d'aussi près pour le vérifier. Voilà, un petit brin de désinformation. Globalement, c'était une manifestation qui s'est remarquablement bien passée, avec beaucoup de tenue, beaucoup de dignité, pas d'incident physique. On a évoqué peut-être une ou deux insultes, ou voire en coupant un peu les choses à un bras, mais il n'y a pas eu de violence physique. Mais on a focalisé sur autre chose. En fait, le crime idéologique est beaucoup plus important aux yeux des médias que les violences physiques, y compris quand elles sont mortelles, comme ça a été le cas pour Quentin. Alors, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire sur LCI, c'est qu'ils ont commenté la banderole. Alors, ils avaient des spécialistes de l'extrême droite sur tous les plateaux. Guillaume Fard, grand spécialiste, Exactement. grand spécialiste. Et alors là, donc on voit la banderole « Adieu camarades » avec Quentin, une image de Quentin, donc le fameux dessin qui a été repris ensuite partout, qui a une auréole derrière. Et il y a un symbole, Jean-Yves, et alors là, sur LCI, Guillaume Fard nous dit que c'est un symbole d'extrême droite. Alors que c'est un symbole chrétien qui date de l'ère de Constantinople. Oui, on le trouve, le crème, on le trouve sur des monnaies romaines du IVe siècle. Mais l'extrême droite était très dangereuse au IVe siècle. Oui, la menace du fascisme. Oui, la menace du fascisme était forte. Il faut comprendre quand même les inquiétudes des médias. Oui. C'est vrai. Alors, toujours est-il que quand même, comme vous venez de le dire précédemment, Jean-Yves, il y a quand même des médias qui ont reconnu que cette marche s'était bien passée, bien déroulée, alors qu'il y avait quand même eu pas mal d'articles aussi qui s'inquiétaient de débordements, des cassages. Bon, c'est pas une manifestation d'extrême gauche, quoi. Donc ça, c'est bien passé. C'est Lyon Mag qui le reconnaît. Actu Lyon, ils ont réussi à trouver une étudiante qui n'était pas contente que les gens tiennent ces discours et manifestent dans la rue à visage découvert, et qu'elle rappelait qu'en 2002, au passage de Jean-Marie Le Pen au second tour, c'était une journée de deuil national. Voilà, ils ont réussi à trouver une petite excitée. On a sur France Info, ils ont reconnu que ça s'était bien passé, que ce n'était pas une marche fasciste, même s'il pouvait y en avoir, et qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus car ils ont été choqués par la mort de Quentin. Et pour finir sur les réactions dans la presse, eh bien, un petit point sur la presse alternative, ligne droite en l'occurrence, donc la matinale de Radio Courtoisie, qui a invité le sénateur Étienne Blanc, sénateur LR, républicain, qui a déclaré ceci: BFM est une chaîne gouvernementale. Quand je veux écouter le message macroniste, je vais sur BFM. Et quand je veux écouter la gauche LFI, je vais sur les radios publiques. Et justement, Jean-Yves, je vous propose d'écouter France Inter, radio publique. C'est intéressant de noter quand même ce témoignage de ce sénateur républicain, puisque je crois que c'était le seul homme politique élu
qui était à la manifestation de Lyon, qui l'a assumé pleinement, qui a expliqué que ça s'était extrêmement bien passé. C'est intéressant que cet exemple de courage vienne d'un sénateur, les Républicains. Ça permet de relativiser un certain nombre de choses. On y reviendra, mais évidemment, il n'y avait pas de députés du Rassemblement national, puisque ça leur a été peu ou prou interdit par Jordan Bardella, qui a fait un communiqué qu'on peut d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux, puisqu'il a fuité immédiatement. On écoute Charline Vanhoenacker sur France Inter. Elle a fait une petite chanson. Je vous en ai passé qu'un petit extrait, vous allez voir, c'est assez pénible. Voici venu le temps des manifs, bon enfant. Dans les rues de Lyon, l'extrême droite c'est trop mignon. C'est le moment joyeux des fachos heureux, des nazis gentils, travail, famille, patrie. Bon, moi, je trouve ça assez drôle, voilà. Moi, je trouve ça assez drôle. Oui. Et puis, ça confirme que la manifestation s'est bien passée. Oui. Bravo, Charline. Oui. Ouais. Vous êtes sévère, là. Bon, on retrouvera son Ouais. portrait piquant en fin d'édition d'Immédiat. Mais c'est avec notre argent, voilà. Oui, mais là, il est pas mal dépensé. Il est pas mal dépensé, là. Oui. Alors, toujours est-il que sur M6, eh bien, je vous ai trouvé un petit combo, pareil, très court, 20 secondes. Ils ont réussi à nous faire la totale. On l'écoute tout de suite. 10 jours après la mort de Quentin Derengue, les obsèques du jeune militant d'extrême droite se sont tenues à Lyon, en l'église Saint-Just. Seules les personnes conviées avaient le droit d'y assister. L'inhumation du jeune militant nationaliste de 23 ans, battu à mort à Lyon lors d'affrontements violents avec des membres de l'ultra-gauche, eh bien, se déroulera dans la plus stricte intimité. Militant d'extrême droite, militant nationaliste, battu à mort dans un affrontement violent, bon, on aurait pu dire lynchage. Lynchage. Et surtout membre de l'ultra-gauche. Alors quand on dit extrême droite, il faut dire extrême gauche. Ou si on dit ultra-gauche, eh ben, il fallait dire ultra-droite. Mais il y a un problème. Donc c'est un combo en 20 secondes par M6, quoi. Bravo. Excellent journaliste. Bravo, excellent journaliste. Alors maintenant, je vous propose d'écouter, d'ailleurs ça va être un peu plus tonique, une avocate de révolution permanente. Voilà, j'oubliais le nom de cette association trotskiste. Eh bien, vous allez voir, elle est scandalisée, elle sur le plateau, alors que normalement, quand on est co-responsable du lynchage d'un jeune homme, peut-être l'idée ce serait de faire profil bas, mais pas elle. On l'écoute. On a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour quelqu'un qui avait des propos ouvertement antisémites. Et ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que vous avez entendu ces propos? Bien sûr, il faut écouter les. Vous avez lu les communiqués d'une organisation comme le ministre. C'est un militant d'Action. Vous savez ce que c'est que l'Action? Entendu. Attendez, si on peut pas vous poser des questions, c'est pas un débat. Oui. Vous aviez entendu des propos antisémites dans la bouche de ce jeune Quentin? Je ne connais pas les propos. Ce que je vous dis, c'est les communiqués publiés par les organisations qui revendiquent comme leurs des propos camarades. antisémites. Ah, mais vous ne savez pas qu'il était membre de l'Action française. Vous savez ce que c'est que l'Action française? L'Action française a dit qu'ils n'étaient pas membres. Il l'a appelé comme un camarade. Voilà. Le journaliste fait très bien le travail. Parce qu'il lui demande, vous vous accusez d'avoir tenu des propos antisémites, citez-les. Voilà, très bien. Ils finissent par plier quand même un petit peu parce que face à tant de morgue et d'aplomb, comme on le disait tout à l'heure, ça marche quand même un petit peu. Alors, on a un positionnement assez différent. Donc là, c'est l'extrême gauche. On a un positionnement assez différent au Rassemblement national puisque la députée RN, Lisette Paulet, qui avait comme assistant parlementaire Vincent Claudin. Vincent, c'est donc l'un des meilleurs amis de Quentin Derengue. Eh bien, elle a décidé de renvoyer son collaborateur parlementaire. C'est LCP qu'en parle là dans l'article que je vous passe. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire sur cette manœuvre. Ce qui est assez frappant, c'est qu'elle a annoncé cette décision sur un tweet. Et bien qu'elle ait très peu d'abonnés, le tweet a fait plus de 600 000 vues. Avec des commentaires, des milliers de commentaires, des dizaines et des centaines de milliers de reprises, tout indigné. Donc ça pose vraiment un petit problème. En tout cas, la réaction de la réinfosphère ou de la tweetosphère a été assez critique vis-à-vis, parce que c'est choquant effectivement d'avoir renvoyé ce garçon, même si peut-être il a commis tel ou tel poste un peu discutable, c'était pas le moment. Voilà. Pas le moment du tout. C'était pas d'une grande décence de le faire maintenant.
Et autre indécence gouvernementale cette fois-ci, eh bien, le gouvernement a annoncé qu'il y avait 4 groupuscules en cours de dissolution. En l'occurrence, 3 associations d'ultra-droite. Oui, juste après la mort de Quentin Derenc, on se demande pourquoi eux, mais bon. Et une association d'ultra-gauche dont on ne connaît pas le nom. On connaît le nom de 2 associations d'ultra-droite, alors le Bloc Montpelliérain et Patria Albiges aussi, qui sont 2 associations dans le... Local. Dans le sud, Local, voilà, dans le sud, local. oui. Et il faut noter quand même, et ça pareil, BFM le rappelle, que le gouvernement a procédé à la dissolution de 24 associations, dont 19 qui sont classées à droite et seulement 5 à gauche, ce qui peut-être nous permet de rebondir sur le propos de l'invité de BFM TV, monsieur Frédéric Loos, qui est commissaire de police et président du SCPN. Eh bien, il a déclaré ceci: il faut être honnête, on a focalisé davantage sur les groupes d'ultra-droite et fait preuve d'une trop grande complaisance vis-à-vis de l'ultra-gauche. Alors, c'est intéressant ce témoignage. Le SCPN, ça s'appelle, son surnom, c'est le Schtroumpf. C'est le syndicat des commissaires de police. C'est assez conforme, ça défend évidemment la corporation, mais c'est assez conforme, c'est généralement assez proche des milieux maçonniques. C'est tout sauf extrémiste, c'est modéré finalement. Et donc il reconnaît, bah oui, on a quand même beaucoup plus tapé d'un côté que de l'autre. Et pourquoi ? Eh bien, parce que dans les motifs de dissolution, vous avez 2 causes. Vous avez les violences physiques. Violence physique, c'est un phénomène objectif. Et là, en matière de violence physique, l'extrême gauche, l'ultra-gauche, elle est quand même extrêmement active. Et puis, vous avez, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les propos politiquement incorrects. L'appel à la discrimination, à la haine, ou le rejet des principes républicains, ce qui relève d'appréciations subjectives. Mais c'est ce qui est beaucoup plus poursuivi. Vous avez Génération Identitaire, par exemple, qui a été dissous. Ils n'ont pas été dissous du tout sur la base d'une quelconque violence physique. D'ailleurs, ils n'en ont pas commis. Leur violence physique, c'est de sortir des banderoles, comme les Némésis, d'ailleurs. Bon. Mais, par contre, ils tenaient un discours qui était contraire à la doxa, et au fond, ils ont été dissous pour blasphème. Et pourquoi il y a beaucoup plus de dissolutions à l'ultra-droite qu'à l'ultra-gauche, c'est parce qu'on dissout, non pas pour des raisons factuelles de violence, mais pour des raisons d'appréciation idéologique. Et évidemment, tout ça est validé par le Conseil d'État socialiste, qui est dirigé par des socialistes, et qui valide évidemment les dissolutions idéologiques, alors qu'ils n'ont toujours pas validé la dissolution de la Jeune Garde, que d'ailleurs, il y a un nouveau report, parce qu'il y a eu 2 associations supplémentaires qui se sont portées en défense de la Jeune Garde, la Ligue des droits de l'homme, qui reçoit 700 000 € de subventions par an, et le GISTI, qui reçoit 70 000 € de subventions par an, qui ont ralenti la procédure d'examen du dossier de la Jeune Garde par le Conseil d'État, et donc le contribuable finance ce qui entrave la poursuite de la dissolution d'une association manifestement criminelle. Ouais. À noter aussi que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en pleine assemblée, a déclaré que Némésis pouvait aussi être susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Ce n'est pas en cours, mais il l'a dit. Mais il a raison. Il a raison, parce que Némésis, effectivement, ces jeunes femmes ne sont coupables d'absolument aucune violence, mais elles sont coupables, elles mettent des banderoles. Elles mettent des banderoles qui, parfois, sont critiques de certains aspects de l'immigration. Donc, elles blasphèment. Donc, le grand prêtre, M. Nunez, il n'aime pas les blasphémateurs, il faut le comprendre. Excommunication. Excommunication majeure. Excommunication majeure. Place maintenant aux experts qu'on a vus tourner sur les différents plateaux et grands plateaux. On va vous parler, pour commencer, de M. Thierry Vincent, qui est journaliste chez Blast et grand spécialiste de l'extrême droite. À noter d'ailleurs qu'on a un dossier de Logim sur Street Press, Blast et la Jeune Garde, et donc évidemment les liens qui vont vers LFI qui remontent. Donc ce monsieur met en cause F de Souche par exemple sur LCI, mais également il est interrogé par BFM et sur Twitch.
On l'a vu récemment prendre un rail de coke en direct. Enfin, il abaisse à peine la caméra, on entend un gigantesque... Et il se frotte les narines de façon assez significative et très classe, c'est la gauche droguée. Il fait un peu de publicité sur le lieu de vente. Voilà. Ouais, nous, on a bien fait un peu de publicité pour le livre sur la remigration. Lui, il fait un peu de publicité pour la coque. C'est pas... Voilà. C'est mieux que les rails. Alors, Hugo Paletta, lui, est un expert qui participe à des ateliers de formation LFI aux côtés de Raphaël Arnaud. C'est d'ailleurs même tellement un proche de Raphaël Arnaud qu'il a fait la préface du livre de Raphaël Arnaud qui devait sortir le 20 mars 2026, qui s'intitule « Manuel de riposte antifasciste ». Reste à savoir s'il y aura un tuto dedans sur comment lyncher au sol un homme à terre avec 20 camarades. On verra peut-être, qui sait. Enfin bon, bref, il participe aux universités d'été, etc. On a la sociologue Isabelle Sommier qui, elle, a sorti une étude sous forme de livre « Violence politique en France ». Enfin, c'était sous sa direction, du moins. Et c'est publié par Sciences Po Les Presses. Belle référence. Alors, elle, évidemment, elle participe aux universités d'été de la France Insoumise aux côtés de la Jeune Garde. Parce que la Jeune Garde, malgré la procédure de dissolution, avait quand même son stand à l'université d'été de LFI. Et elle appelle les députés camarades en pleine conférence. Donc, elle est à l'aise. Alors, dans son livre, Les violences politiques, elle remonte donc dans les années 80 avec, par exemple, l'attentat de la rue de Copernic. Donc, il y avait 4 morts. Elle dit que c'est un attentat d'extrême droite. Sauf que le meurtrier, c'est Hassan, qui est un membre du Front populaire de libération de la Palestine. Mais voilà. Ça a été l'une des pires des informations. C'est en 1980, un attentat devant la synagogue de la rue Copernic, avec effectivement 4 morts, qui a eu des conséquences considérables. D'abord des dissolutions d'associations, j'en passe, mais surtout la normalisation du Figaro Magazine, qui à l'époque était un journal plutôt de droite, de nouvelle droite, et surtout, et le pire, c'est que ça a été un élément déterminant pour attaquer Valéry Giscard d'Estaing et son gouvernement et le faire battre par François Mitterrand en 1981. Comme quoi, une désinformation majeure, qui est reprise encore aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que tout ça a été un montage, eh bien une désinformation majeure a eu des effets politiques majeurs. Et elle est payée pour déclarer ceci. Alors plus récemment, elle reprend l'exemple, par exemple, du meurtre du rugbyman à Ramburu, qui a été assassiné effectivement par 2 hommes d'extrême droite. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la politique. C'est une bagarre de rue. C'est d'ailleurs même ce que déclare l'avocat lui-même de Federico Martin à Ramburu, donc du rugbyman, qui dit qu'il n'a jamais été question de racisme dans l'enquête. Donc... Alors, à ce compte-là, en fait, on pourrait mettre aussi sur le dos de l'extrême gauche tous les pédophiles, les meurtriers. Pierre-Alain Cotineau, tiens. Cotineau, on n'en entend pas beaucoup parler. On n'en entend pas beaucoup parler. D'ailleurs, si vous voulez, si vous demandez aux gens, est-ce qu'ils ont entendu parler de la candidate du RN qui avait été éliminée en 2024 parce qu'il y avait une photo qui avait circulé où, lors dans une soirée masquée, elle avait une casquette peu convenable. Ça, on connaît. Par contre, le pédophile Cotineau qui a commis des actes de barbarie sur des enfants de moins de 2 ans et qui a été candidat officiel de LFI, qui a organisé des gay pride, ça, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que, évidemment, tous les gens de LFI sont pédophiles et commettent des crimes contre les enfants. Évidemment non. Mais simplement, on parle beaucoup plus de certaines choses qui paraissent, entre guillemets, blasphématoires que d'autres qui sont des actes physiques d'une gravité incroyable. Alors d'ailleurs, Isabelle Sommier, pour continuer sur cette formidable dame, elle était invitée dans C'est ce soir, face notamment à Paul Sugy, on va l'écouter tout à l'heure, mais sa première justification quand Paul Sugy lui déclare que sa méthodologie est un peu discutable, puisque au pifomètre, même s'il y a doute, il n'y a pas de doute, c'est l'extrême droite, quoi. Pour 90% quand même des meurtres politiques, Paul Sugy estime que c'est bidon. Ces chiffres, et bien elle dit non mais c'est pas bidon, vous comprenez, moi je suis financée par l'Agence nationale de la recherche. Voilà.
Alors, si vous voulez, La reconnaissance justifie l'essence, quoi. Voilà, il y a un problème dans ce pays, c'est les financements publics. C'est les financements publics de recherche de militants d'extrême gauche, de recherche entre guillemets, de militants d'extrême gauche, c'est le financement public d'organes comme Blast ou comme Street Press et j'en passe. Et après, tous ces gens interviennent sur le service public, lui-même financé par l'argent public, et on a donc tout un ensemble qui fait vivre finalement beaucoup de monde. Naturellement. Alors on a Nicolas Lebourg aussi, qui est un ancien militant antifa de Râle Front, qui avait fait, on lui avait commandé une enquête sur l'extrême droite en prison, hein, quand même. Donc pour un type d'extrême gauche, faire une enquête sur l'extrême droite en prison, c'est un type d'extrême gauche, mais qui est un collaborateur assez régulier de la préfecture de police. Voilà. C'est normal d'ailleurs. C'est pas absolument choquant. Ils sont en lien. Tout ce petit monde fonctionne ensemble. Tout le monde peut se tenir. Ça permet, par exemple, à Erwan Lecoeur, pour finir un peu sur nos spécialistes, on a choisi les plus représentatifs, de dire ceci: 10% des gens qui sont en prison sont membres du Rassemblement national. Alors ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que là, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques en politique, mais alors les statistiques politiques... il n'y a plus de limite, quoi. Non, mais il n'y a plus. Et puis alors, c'est avec. Il n'y a plus de limite au mensonge, quoi. Voilà. Il n'y a plus de limite au mensonge par des gens qui se présentent comme des experts, qui ont des titres universitaires. Je crois qu'il y a un vrai problème à l'université aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un titre universitaire, je me demande dans quelle matière ça a encore de la valeur. En tout cas, certainement pas en sciences sociales. Une estimation qui a été faite par Pierre Sautarel, et je vous la livre, c'est que 75% de ces spécialistes, notamment de l'extrême droite, qui sont présentés comme neutres, en plus, ils sont présentés comme des universitaires spécialistes. C'est tout. On ne précise pas leurs engagements militants. Eh bien, en fait, ils ont des liens avec la France insoumise, donc bien sûr... avec la jeune garde aussi, et ce n'est pas mentionné, et puis les autres, ils sont affiliés au Parti Socialiste, globalement. Ouais. Et je vous propose d'écouter justement un dernier mot de Paul Sujet, je vous en parlais précédemment, qui parle à un de ses spécialistes et qui le mouche de façon assez satisfaisante. Et vous allez voir, Jean-Yves, ça va vous plaire aussi, parce qu'on parle de vous. Là, le renversement des valeurs à droite, il est là. Renversement des valeurs, Paul Sujet, ou pas? Renversement des valeurs, je crois que c'est vraiment une invention pour essayer de voir du fascisme là où il n'y en a pas. Ce qui justifie la crainte tout à l'heure de Pierre-Henri Tavoyot, c'est qu'effectivement, à partir du moment où l'antifascisme devient une valeur cardinale en politique, il faut des fascistes partout. Elle a été une valeur cardinale après 45, en France, en Italie et ailleurs. Et c'est bien légitime. De la même façon, quand on est un sociologue du fascisme, il n'y a plus de fascistes, on perd son job. Donc je comprends que vous ayez financièrement intérêt à ce qu'il y a encore des fascistes. Moi, je ne pense pas que vous êtes un fasciste, rassurez-vous. Je vais vous rassurer beaucoup. Je laisse cette responsabilité à vos propos. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que vous êtes les cocus de cette histoire. Parce que la volonté, je dis vous, les insoumis, l'extrême gauche de façon générale, de vouloir crier aux extrêmes en permanence et de monter le péril, alors je ne sais plus quel est le dernier qualificatif en date, néo-nazi ou que sais-je, pour mettre en fait à l'intérieur de ça tous ceux qui dénoncent l'immigration. On entendait parler par exemple du collectif Némésis. Némésis sont des jeunes femmes qui disent l'immigration est un facteur aggravant des violences faites aux femmes en France. Ça, c'est le discours de Némésis. C'est une inquiétude. Vous pouvez argumenter avec Némésis. Je ne représente pas. Je représente pas Némésis. Je dis que c'est une inquiétude qui prend de l'ampleur en France. Cette inquiétude. C'est vrai que si on ne parle pas tous de la même chose, c'est compliqué. Le danger que représente l'immigration est perçu par un nombre grandissant de Français. Vous pouvez mettre cette inquiétude dans la case que vous voulez. Ça n'importe plus beaucoup. Non, mais c'est important de savoir de qui on parle. Quand on dit Némésis, c'est pas forcément ce que vous venez de décrire. Quand il parle Némésis, le discours des jeunes militants de Némésis, c'est de dénoncer l'immigration au titre des violences faites aux femmes. Mais on peut dénoncer l'immigration. Débattez avec Némésis, s'il vous plaît. On peut dénoncer l'immigration sans citer Jean-Yves Le Gallou. Alors, qui a dit ça? Mais c'est un des spécialistes du plateau de ce soir. Mais non, on ne peut pas se parler d'immigration. Non, il faut aller aux sources fondamentales. Il faut lire le livre Remigration, Jean-Yves Le Gallou. Alors, donc là, on a un combo un peu sur ce plateau. Il y a Hugo Pelletta, il y a Isabelle Sommier, bien sûr, qui font face à Paul Sugy. Paul Sugy qui est accusé d'être un agent de fascisation. Je veux dire, on dit ça à un journaliste. Du Figaro. Un journaliste du Figaro. C'est quand même complètement dingue. Et je vous propose qu'on en termine sur cette séquence et qu'on passe aux pastilles de l'information.
Et on commence ces pastilles de l'information avec l'Arcom qui vient d'ouvrir la chasse aux influenceurs et aux podcasteurs. En effet, le podcast 10 000 pas de l'influenceur le Raptor, c'est-à-dire Ismaël Ouslimani, qui est déjà venu sur notre plateau à TV Liberté, a été accusé d'avoir produit un podcast masculiniste dans lequel il a déclaré le monde souffre d'une épidémie d'homosexualité, le choix vous appartient, la charia ou l'arrêt immédiat de tout droit de vote féminin. Il faut comprendre qu'une partie de la communauté musulmane française a muté en mafia. Alors voilà, il est toujours très dans l'exagération, le Raptor, dans son podcast. Mais il faut noter toutefois que c'est la première fois qu'un podcast est attaqué par l'Arcom. Il y a eu une saisine et donc là, ça y est, l'enquête est officiellement ouverte. Pourquoi est-ce que les podcasts commencent à rentrer dans le champ du domaine de compétences de l'armée ? Ça, c'est de l'Arcom oui, du gouvernement, pardon, oui. De l'armée. De l'armée totalitaire du conformisme. Voilà. Non, pourquoi ? Parce que l'Arcom est la résultante de la fusion du CSA, qui contrôle l'audiovisuel, et l'ADOPI, qui était censé contrôler ce qui se passe sur Internet. Et jusqu'ici, ils n'avaient pas mis en œuvre cela, et ils commencent. Ils commencent par le Raptor, et après, ils continueront. D'autant plus qu'il y a des associations qui sont financées pour rechercher, dénoncer auprès de l'Arcom ce qui ne va pas. Et donc, il y a de l'argent. Avec l'argent, on va dénoncer des gens. Et on dira, on a encore besoin de plus d'argent pour dénoncer plus de gens. On est dans une société de délation subventionnée. Et oui, l'Arcom a recruté des petits soldats. Alors, en l'occurrence, ces associations, ce sont les suivantes. On vous en a déjà parlé dans Immédiat, mais c'est le CRIF, la Fédération des centres de LGBTI+. On s'y perd avec toutes ces lettres. FLAG, la LICRA également, M'endors pas, le Mouvement du Nid, Oser le féminisme, le planning familial, Respect Zone, SOS homophobie, SOS racisme et Adam, qui sont des associations qui sont déjà aidées financièrement, oui, mais qui vont recevoir en plus pour pouvoir embaucher des gens qui vont lutter contre la haine en ligne, c'est-à-dire contre les propos blasphématoires qui ne leur plaisent pas. LFI est contre la liberté de la presse. Alors Jean-Luc Mélenchon a fait une conférence de presse assez intéressante. Vous allez voir, il a déclaré ceci. Les médias du groupe Bolloré, s'il parvient au pouvoir, seront vendus à la découpe ou confisqués en 2027. Il a aussi déclaré que 10 personnes qui possèdent 80% des médias, ce n'était plus possible. Et surtout, lors de cette conférence de presse, il a exclu des titres de presse, dont Libération, qui s'en plaint dans un article, n'ont été invités dans cette conférence que des nouveaux médias, ce que Jean-Luc Mélenchon a qualifié les nouveaux médias, c'est-à-dire les médias compatibles avec sa ligne d'extrême gauche. Oui, que nous on appelle les médias alternatifs de notre côté, gauche, et que lui appelle les nouveaux médias du sien, pourquoi pas. Voilà. Alors donc il y avait Reporter, Blast, Le Média évidemment, Les Jours, le Huffington Post lui était autorisé, Mediapart aussi, et après, il y avait des publications comme Alerte Racisme, 15 minutes média et aussi des influenceurs et des youtubeurs comme Farah RK, Grande Bavardeuse, ou la chaîne Nouvelle Pensée Critique. Voilà. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une stratégie d'ouverture en quelque sorte, fermeture ou de fermeture d'un côté, mais d'ouverture à des médias un peu nouveaux, enfin en tout cas sur Internet principalement, qui, à la différence des nôtres, sont subventionnés pour beaucoup. Mais ça, c'est une première différence. Mais c'est une stratégie un petit peu, je serais tenté, anti-Bardella, parce que le RN vient très peu sur les médias alternatifs, mais s'il vient un peu, mais à la Trump, parce que Trump a fait une large partie de sa campagne sur des médias qui n'étaient pas les médias officiels, quoi. Donc voilà, c'est le côté un peu trumpiste de Mélenchon. Les ennemis des médias et maintenant les ennemis de la liberté tout court, avec Jean-Noël Barrot qui souhaite, lui, une mise au pas des réseaux sociaux. Mise au pas. Et mise au pas. Voilà, c'est le terme est quand même fort. Et il souhaite contrer l'international réactionnaire. Ça, c'est un peu la terminologie qu'il cherche à imposer en ce moment. Alors, Jean-Yves, il faut quand même noter que sans les réseaux sociaux, il n'y a pas de Charles à l'oncle. Et sans les réseaux sociaux, il n'y a pas non plus l'instant
l'Institut Thomas More qui peut faire une analyse par l'IA des 2000 heures de programme de France Inter et qui dénonce en fait un biais bien ancré à gauche sous une façade pluraliste. C'est pour ça qu'il faut supprimer les réseaux sociaux, parce qu'ils empêchent de désinformer en rond. Un peu de répression en Allemagne maintenant au nom du paragraphe 188 qui protège les responsables politiques. Eh bien, un homme qui a dit que Monsieur Merz, qui a comparé Monsieur Merz à Pinocchio, a été convoqué par la police pour insulte quand même. Bon, Pinocchio, c'est ce qu'on fait dans les bobards assez facilement. Hein. Il a été convoqué et il y a eu 38 commentaires qui ont été signalés au parquet par la police allemande, dont l'un d'entre eux seulement, qui est suffisamment notable pour être cité dans l'article, qui était grossier parce qu'on traitait le chancelier de fils de pute. Voilà, excusez-moi de citer cette c'est pas bien. Oui, c'est vilain, un vilain mot. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Yves, cette répression ? Je pense que les pouvoirs officiels en Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, sont de plus en plus menacés par l'opinion, de plus en plus menacés par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et donc ils mettent en place une politique répressive, voilà, tout simplement. C'est un comportement de totalitarisme mou. Et on termine ces pastilles avec un point sur les municipales et 3 petits micro-faits significatifs, vous allez voir. Alors on a déjà une vidéo de Sébastien Delogu qui a circulé sur TikTok, reprise par énormément de comptes, qui est titrée de la façon suivante « Le maire en Vespa volée ». En effet, on voit Sébastien Delogu qui circule donc sur une Vespa sans casque. Le conducteur de la Vespa devant lui n'a pas de casque non plus. Mais ce n'est pas tout. Le maire de Bussy-Saint-Georges... Alors on ne sait pas si la Vespa est volée ou non, mais c'est une opération visant à mobiliser électoralement les racailles, en fait, puisque le maire, il n'est pas maire, il est candidat à la mairie, il ne sera sûrement pas maire, mais voilà. Alors on a le maire, lui, il est vraiment maire et il a vraiment fait cette vidéo et il l'a publiée parce qu'il était très content de lui. Il s'est filmé en train de déguster un tasty crousti. Alors qu'est-ce que c'est un tasty crousti ? C'est du poulet à la sauce kebab, quoi, globalement. Hein. Et alors, toujours dans le poulet, on a un membre de LFI qui s'est plaint que son concurrent, Oumarou Doucouré, du Parti Socialiste, distribue des enveloppes de 20 € et des colis de poulet aux électeurs. Alors avant, on disait 20 balles et un Mars, maintenant c'est 20 balles et un colis de poulet, quoi. Donc voilà, on a une campagne municipale qui s'ethnicise, en fait. Oui, hein, oui. Visiblement. Oui. Il n'y a pas de grand remplacement, mais il y aura peut-être un grand remplacement électoral dans certains quartiers. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, comme d'habitude, toujours au début et à la fin, mais pensez réellement à cliquer sur le pouce en l'air. C'est très utile pour l'algorithme de YouTube qui ne nous est pas du tout favorable en ce moment. Si vous laissez un commentaire pareil, ça permet de booster notre vidéo et donc de supporter un peu immédiat. Jean-Yves, on ne se quitte pas sans dire à nos téléspectateurs qu'il y a le portrait piquant, qui est une rediffusion du portrait de Charline Vanhoenacker, l'humoriste tellement qui était drôle aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous connaissez l'humour belge, parfois gentiment moqué par les Français. Nous allons découvrir l'humour belge autorisé, avec Charline Vanhoenacker, condensé du pseudo-comique bien pensant. Charline naît en 1977 en Belgique dans le Hainaut. Son père était professeur de morale laïque et a tenu à lui donner un baptême séculier pour marquer son athéisme militant. Après des études à Bruxelles, puis dans une école de journalisme, elle travaille pour le journal belge Le Soir, puis à la radio-télévision belge francophone. Elle rejoint Paris et France Inter en 2012, où elle anime ou participe à de nombreuses émissions d'humour autorisé. Si elle apparaît sur France 4, Canal+, France 2, elle est omniprésente sur France Inter, qui la qualifie de « femme la plus drôle de France ». Le 10 mai 2023, la chaîne met fin à sa chronique quotidienne pour une émission hebdomadaire. Devenue en compagnie de ses confrères Alex Vizorek,
et Guillaume Meurice, le fer de lance de l'humour autorisé, elle utilise un comique de supermarché, avec force gag facile contre les opposants désignés par la bien-pensance. Le 16 septembre 2021, alors que Éric Zemmour venait d'annoncer sa candidature à la présidence, elle lance le mouvement « Poste ton zob ». Il s'agit sur les affiches qui représentent un Z, d'ajouter « O », B, puis faire « zob », puis de dessiner une petite moustache au candidat. On rit très fort. On connaît le point Godwin. Il s'agit, dans une conversation politique, de faire un rapprochement quelconque avec Hitler. Ici, le point Godwin atteint une sorte de perfection. Charline a une conception toute personnelle de la liberté d'expression. Ainsi déclare-t-elle, le 19 avril 2022, « Peut-être qu'il aurait fallu faire comme il y a 20 ans. Quand c'était Chirac et le vieux Le Pen, il n'y avait pas eu de débat. Parce que franchement, quelle idée de vouloir débattre avec l'extrême droite. » Le pauvre Laurent Wauquiez n'avait pas été épargné sur la même antenne le 27 mai 2018. Je cite, « Avec Wauquiez, quand même, quand je sors du pressing, je me sens sale. Parfois, j'ai envie qu'il se coince une couille dans ma fermeture éclair. » Fin de citation. Laissons le mot de la fin à Thierry Ardisson dans Valeurs Actuelles du 4 juillet 2019. Je cite, « Vous réalisez le niveau de conscience démocratique de cette fille qui ouvre sa gueule tous les matins sur France Inter à heure de grande écoute. D'autres radios hésitent à garder tel ou tel génial et il faut s'infliger, Charline, sur le service public. Un service public qui ressemble plutôt, sans le R, à un sévice public. »